arrive au bout de ce process et on va ouvrir une mine bientôt ce qu'on appelle un appel public à l'épargne. Dès que je commence à parler de ça, je commence à bafouiller parce que je réfléchis à... Qu'est-ce que je dois dire, hein? Ouais, parce qu'en fait, quand on va communiquer, ce sera un script qu'on va lire, enfin une vidéo grand angle, quoi, hein, basiquement, mais qui aura été relue par les avocats et dans laquelle on sera sûr qu'il n'y ait pas de conneries. Donc c'est pour ça que je parle de façon très Ah, parce sibylline, que parce que je ça veux peut pas avoir des faire de conséquences publicité. légales si tu dis n'importe quoi, Exactement, tu peux avoir des problèmes, concrètement. Et du voilà, coup, exactement. pour répondre à la Donc question de pourquoi acheter pourquoi du Bitcoin? investir? Voilà. Voilà. Ben, c'est ce que je dis en fait, c'est que si tu achètes un Bitcoin, c'est comme acheter de l'or, et si tu achètes une mine d'or, bah, c'est comme acheter une mine de Bitcoin, en gros. L'idée, c'est que ton Bitcoin, tu l'achètes, il n'a pas de rendement. Donc un Bitcoin aujourd'hui vaudra un Bitcoin demain, et c'est son prix qui va varier en dollars. Si tu achètes une mine, tu as un CAPEX, enfin déjà, alors, il faut distinguer deux choses dans le mining. Déjà, si on veut être complet, une mine de Bitcoin, c'est deux choses, c'est un CAPEX et un OPEX. Le CAPEX, c'est le capital que tu investis, on va dire que c'est l'infra, le capital en infrastructure. Donc c'est le terrain qui possède le contrat d'électricité Les et machines? qui a le gros câble avec la warehouse, donc l'entrepôt, il y a le réparateur, machin, tout ça. Et en général, les gens qui font ça, on les appelle des hosters, donc ils hostent des mineurs, parce que les Ils mineurs, ils t'acceptent. viennent avec leurs machines et ils se branchent dans des fermes, tu vois. La ferme, c'est un business. Faire une ferme, c'est un business. Et venir exploiter des machines et mettre ces machines, c'est un autre business. T'en as un qui s'occupe de l'infrastructure et l'autre qui vient mettre ses miners. Voilà. Ok. Et du coup, on a CleanSat Mining, c'est quelqu'un qui vient sur des fermes existantes et qui vient dire, Louer on de a, l'espace, quoi. hein, Vous louez de l'espace en soi, comme si il y avait une maison à louer et vous louez typiquement, cette maison pour faire ce que vous voulez dedans, plus ou moins. typiquement, ouais, c'est ça. Tu loues la maison et après tu fais ton activité hôtelière dedans, tu vois. Voilà. Et en fait, au Congo, Avec son eh ben, accord. c'est Sébastien Gouspillou qui a le deal sur le contrat d'électricité avec Virunga Électricité. Et puis, derrière, CleanSat Mining a un contrat d'exploitation de ces machines avec la société de Sébastien Gouspillou, BBGS. Ok. Voilà. Et du coup, il y a bien deux activités. Mais on est en train de développer des activités aussi on est en train de créer en propre, par contre, nos propres activités de hosting. Donc, on est en train d'acheter des terrains aux États-Unis pour faire nos propres, d'être propriétaire du foncier et tout. Et comme ça, hein, mais voilà, ça c'est un business séparé. Et CleanSat Mining, quand il a trouvé son hoster, sa ferme d'accueil, voilà, sa ferme d'accueil, eh ben, il achète des machines, il les met dans une société, et puis après, on branche les machines sur le site, et l'exploitant envoie des bitcoins chaque mois. Mais ça veut dire qu'une société CleanSat Mining possède les machines, et ces machines-là, elles sont amorties, et ça on est content parce qu'on a réussi à avoir le droit, avec la FINMA, d'amortir en bitcoin. Alors ça, d'expliquer, c'est marrant. Ta machine, admettons qu'elle dure 5 ans. En vrai, l'expérience prouve pour l'instant que elle dure plus longtemps que ça en moyenne, mais admettons. Donc ça veut dire que si tu veux conserver ton capital industriel, il faut amortir 20% de ton capital par an. Suivez, à la fin, il y aura une interro. Non. Et donc ces 20%, en général, dans une boîte normale, tu achètes une voiture, tu l'amortis sur, je sais pas, 5 ans, ben, à la fin des 5 ans, tu as le prix de la voiture initiale. Voilà. Et là, tu te dis, bah super, mais moi, si dans 5 ans, j'ai la valeur de mes machines il y Ça a m'a 5 ans, ça alors m'a que le servi à rien. Bitcoin, il est à je sais pas combien, je serais soit très riche, soit très pauvre. Ouais. Mais je ne retomberai pas sur mes pieds. Donc logiquement, tu te dis, quand je convertis un Bitcoin en achetant des machines, je vais avoir, je sais pas moi, s'il a 25 000, là, on va dire le Bitcoin, on va dire une machine à 2 000 $, 2 fois 7, ça va faire, je sais pas moi, une dizaine de machines. Eh bien, ces 10 machines, si je veux qu'il y en ait toujours 10 dans 5 ans, pleinement fonctionnelles, il faut que je les remplace au fur et à mesure. Et comme le prix des machines varie en fonction du prix du Bitcoin, eh ben, il faut que j'amortisse en Bitcoin. Donc je me dis, une machine c'est tant de Bitcoin, hop, je mets 20% de mes machines en Bitcoin de côté. Je mets 20% de côté. Et comme ça, quel que soit le prix de Bitcoin, comme mes machines sont corrélées à Bitcoin, je sais que je ne vais pas détruire mon capital. Je vais faire un vrai amortissement. Est-ce qu'il y a des scénarios, genre, quels sont les scénarios où ça se passe très bien et est-ce qu'il y a des scénarios où ça peut possiblement très mal se passer? Ah oui, ça, il y en a plein. D'ailleurs, dans les prospectus, on va fournir un prospectus
aux clients. Et un prospectus, c'est essentiellement là pour coller la trouille aux gens en leur disant, vous achetez ça, il y a une section risque. Alors, la première, c'est voilà ce que ça fait, voilà ce que vous achetez. Et puis, il y a une section risque qui vous fait le musée des horreurs parce que le monde a un talent incroyable pour vous rendre malheureux. Le karma a toute une panoplie d'outils de torture pour vous rendre malheureux et faire échouer vos beaux projets. Donc, quand ça se passe bien, vous convertissez un bitcoin en machine et quand vous revendez votre machine, quel que soit le temps, vous retrouvez votre bitcoin parce que le prix est corrélé et qu'on a amorti ça proprement. Donc, quand on achète la machine et qu'on la revend, on a toujours un bitcoin quand ça se passe bien. Et entre-temps, vous avez eu le yield, les bitcoins minés. Donc vous avez votre bitcoin qui produit un intérêt. Et c'est un intérêt, c'est une prime industrielle. Voilà. Donc ça, c'est en fait un bitcoin holder. S'il est miner holder, eh ben, il est plus riche qu'un bitcoin holder. Parce qu'il a bitcoin plus les intérêts de bitcoin. Plus les intérêts du minage. Moi, je suis sceptique sur certains points parce que, tu vois, on parle souvent du mining, etc. Mais en vrai, on voit plein de miners, souvent en tout cas publiquement, qui sont en difficulté, etc. Comment toi t'expliques ça? Eh ben, il y a deux choses. Alors ça, c'est une vraie discussion qu'on a avec Guillaume. Déjà, il y a deux points clés dans le minage. Le premier, c'est le prix de l'électricité auquel tu achètes l'électricité. Si tu achètes en fait, le prix de la machine, il est indépendant de là où tu la mets. Au transport près, hein, parce que quand elle est... Ouais. Voilà. Bon. Si tu la vends à un mec qui habite à 200 mètres de chez toi, c'est plus facile que si tu la vends à un mec qui est à l'autre bout du monde. Voilà. Évidemment. Mais le prix de la machine, c'est un prix, c'est un peu comme le prix de l'or ou le prix de Bitcoin, quoi. Il y a des indices et on peut faire un oracle dessus. Et voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour estimer la valeur des CSM tokens. Et par contre, le yield que tu vas avoir sur ta machine, le rendement, il est dépendant du prix de l'électricité que tu payes. Parce que si pour gagner 100 dollars, il faut dépenser 110 dollars d'électricité, t'es quick. Ça marche pas. Donc, il faut arriver à être dans des zones où le prix de l'électricité est suffisamment bas pour être dans les derniers à mourir. Quand le prix de Bitcoin baisse, eh ben, les mineurs sautent progressivement, et c'est ceux qui ont l'électricité la plus chère qui sautent en premier. Et ce qui est vachement cool avec Bitcoin, c'est que dans ce cas-là, il y a moins de mineurs, donc le hash rate baisse, donc la difficulté s'ajuste. Et Bitcoin devient plus facile à miner. Et ça vient sauver les mineurs, les meilleurs mineurs du marché, du réseau. Donc, si tu es le meilleur mineur du réseau, avec les meilleurs coûts, la meilleure gestion, la meilleure optimisation, ben, tu meurs jamais. Parce que Bitcoin te sauve en remontant la difficulté et en faisant ressortir l'or de terre, tu vois. Quand il n'y a plus assez de mineurs pour aller chercher de l'or, eh ben, l'univers fait remonter l'or du sol. Et ça, merci Satoshi Nakamoto. Parce que sans ça, il y aurait un risque de tuer tout simplement le réseau de minage. Mm. Ce qui est quand même dommage. Clairement. Donc voilà, il y a cette mécanique. Et en fait, tous les mecs qui se font décapiter, c'est les gars qui ont l'électricité trop chère. Ouais, Et pas l'autre assez bien façon négocié qui va te les. faire. Ouais, vas-y. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est dans des pays comme le Congo, le Paraguay, et aussi dans des trous paumés comme en Suède où on est dans un petit coin un petit coin de Père Noël, on va En dire, pour le rendre Islande joli. ou les pays comme ça. Ouais. L'Islande, c'est bien, Faut être non? dans des endroits où tu as Pour du des mining. extra capacités. Bah, faut avoir des endroits où tu as des extra capacités. Et nous, on prend que des extra capacités green ou nucléaires ou fatales. Parce qu'on veut pas de noir, quoi. De pétrole et de gaz, hein, de charbon. Attention, attention. Je te laisse dans tes problèmes. Ouf. Donc, on se retrouve au Congo sur un barrage qui est sous-exploité par rapport à sa capacité maximum. On se retrouve dans des pays du Nord où la chaleur est valorisée pour du chauffage urbain. On se retrouve aux États-Unis dans des coins où le réseau est mal connecté avec l'ensemble des États-Unis, donc on a des extra capacités, etc. Et du coup, comme ça, on a de l'électricité pas chère, puisque de toute façon, les mecs, l'électricité, ils la vendent à personne. Nous, on arrive en disant, bah, on peut vous poser 4 mégawatts si vous voulez. Vous avez de la Quand tu dis place? Ils extra disent, bah capacité, ouais. c'est que en gros, ils en produisent plus qu'ils en vendent ou qu'ils en utilisent, quoi. Non, on produit jamais Non? plus d'électricité qu'on en vend. Parce Non, que je sais pas. sinon, le transformateur explose. C'est-à-dire, toute électricité qui est produite est consommée. Parce qu'en fait, si elle n'est pas consommée, ça veut dire qu'il y a un machin qui chauffe au milieu et qui explose. Voilà. Par contre, tu peux être en sous-capacité. Par exemple, un barrage, eh ben, il va lâcher plus d'eau libre sur le côté parce que la turbine, elle ne peut pas alimenter plus de clients. Donc du coup, il va laisser bypasser de l'eau gratuitement sans faire d'électricité.
Donc il y a une extra capacité. Et typiquement, bah, sur des barrages, quand vous arrivez et que le gars il a 10, 20, 30% d'extra capacité, bah, il est super content parce qu'en fait vous lui amenez du chiffre d'affaires qui est gratis. Enfin, lui ça lui coûte rien. Il a toute son infrastructure et Moi, ce vous que lui je veux dire, c'est amenez un qu'il bénéfice. pourrait produire plus sans que ça lui coûte nécessairement plus, quoi. Bah ouais. Ah bah ton barrage il est là, il est là, hein. Quand t'as fait le gros barrage de la mort qui tue et qui est censé alimenter toute la région dans 20 ans. Ouais, parce qu'un barrage, tu peux pas dire je fais la première tranche cette année, puis après je le monte, et puis après je le monte. Tu peux pas agrandir le barrage chaque année en fonction de tes besoins. Donc en général, tu fais une grosse infrastructure qui coûte un capex de folie, tu vois, qui coûte un investissement de folie. Et ensuite, eh ben, tu te débrouilles pour arriver à financer les réseaux qui vont aller servir les clients en fonction des besoins des clients. Et ça prend 10, 20, 30 ans, ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Mais du coup, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des extra capacités. C'est de l'électricité qui pourrait être produite sans rien faire de plus, sans couler de béton ou sans, voilà, mais qui n'est pas utilisée parce qu'il n'y a pas de demande. Et nous, ben, on vient poser nos containers là. Du coup, on a une électricité pas chère parce que le gars, ça lui coûte rien. Il rentabilise ses coûts fixes en faisant ça. Il est content. Et derrière, hmm, Il ben, est il est content. content. Ouais. Bah, bien sûr. Et quand on dit il faut pas miner aux États-Unis, c'est bête. En vrai, il faut pas miner sur un réseau qui est déjà optimisé. Ça, oui, c'est évident. Tu vas pas aller dépenser de l'énergie là où tout est bien réglé, tout est bien calé. Et en Europe, on s'en rend pas bien compte parce qu'on est européen, mais on a parmi les réseaux les plus efficients au monde, surtout en France. En France, il n'y a pas d'extra capacité à part sur le nucléaire ou des rares cas. Mais il n'y a pas de gros barrages qui servent à rien. Il y a ça, parce que on a eu la chance d'avoir l'école des mines, ponts et chaussées et polytechniciens et l'ENA. Et en fait, la centralisation en France a fait que toute cette planification s'est bien déroulée. Mais c'est pas le cas dans d'autres pays. Et aux États-Unis, ils ont un pays tellement grand et tellement décentralisé avec les États qu'il y a des endroits avec des extra capacités. Donc dire il ne faut pas miner aux États-Unis, c'est bête. Par contre, dire il faut claquer le plus d'électricité possible partout où il y a des extra capacités, c'est très intelligent. Et c'est pour ça que je voyais dans un Twitter, il y en a qui me disaient mais pourquoi Richard il dit que plus on dépense de l'énergie, plus on est heureux. Parce que en réalité, tu as une relation directe entre création de richesse et consommation d'énergie. L'histoire de l'humanité, c'est ça. La richesse produite est strictement proportionnelle à la quantité d'énergie consommée modulo les gains de productivité annuels. C'est-à-dire, tu fais un petit peu mieux, tu es un peu plus efficient. Donc c'est 1,5% par an, donc c'est négligeable.